Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. L'homme que nous recevons aujourd'hui est par essence l'ennemi de tous les fondamentalistes et les fondamentalismes, et plus particulièrement du fondamentalisme musulman. Il va répétant à l'envi que l'intégrisme musulman est un dévoiement de l'islam, lequel islam a connu une époque de modernité, son époque des Lumières. Aujourd'hui, le musulman est pris entre le marteau de l'intégrisme et l'enclume de la méconnaissance du rejet occidental. Dès lors, faut-il adapter l'islam à la modernité ou bien au contraire adapter la modernité à l'islam? Malek Shebel, qui est avec nous, a plus d'une réponse dans son sac et c'est à la lumière de l'actualité que nous allons mener cette conversation avec lui. Malek Shebel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, on commence avec une controverse qui a eu lieu en France sur la date exacte du Ramadan. Est-ce que tout cela est si grave? C'est à la fois, si vous voulez, c'est grave, c'est emblématique, on va dire, très exactement. Parce que c'est d'abord une première mondiale, je vous le signale. Oui. Et c'est en France que ça s'est passé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y ait deux musulmans qui jeûnent différemment le même jour, c'est symptomatique de la situation, tout simplement, de la religion telle qu'elle est vécue en France. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, si vous voulez, qui aspire à la modernité et qui veut utiliser les instruments, si vous voulez, qui sont à notre disposition maintenant. Le calcul, les éphémérides, le calcul astronomique, la précision, l'anticipation d'un rituel. Et puis il y a le deuxième groupe, apparemment le plus important, parce qu'il concerne l'ensemble de la population française au sens large, et notamment dans les provinces, qui sont attachés à la vision de la Lune. Voilà. Le problème, c'est qu'en France, parfois, la vision de la Lune, elle est un peu problématique, si vous voulez, voire aléatoire. Donc, on est un peu dépendant de ce que disent, si vous voulez, les capitales arabes et musulmanes. Ça a été toujours le cas jusqu'à maintenant. Et cette année, les Français musulmans ont voulu innover. Et bon, ça n'a pas pris pour l'instant. Alors, j'en viens à l'Égypte maintenant, indépendamment du coup d'État. Est-ce que vous dites, finalement, c'est la preuve que l'islam politique est une aberration? J'ai toujours pensé que islam et politique, c'est deux choses différentes. Que ceux qui sont attachés à l'islam sont tout à fait respectables dans ce choix. C'est quelque chose qui concerne, si vous voulez, leur foi intérieure, intime, non communicable presque, et qui se passe essentiellement à la mosquée et autour de la mosquée. Ceux qui, en revanche, s'occupent de politique, ça se passe au Parlement, ça se passe dans des combats homériques, si vous voulez, entre les partis politiques, ça se passe au niveau de la presse, au niveau de la liberté d'expression, ça se passe au niveau de l'analyse des choix fondamentaux que fait un peuple pour son destin, et ça n'a rien à voir. Maintenant, il se trouve que, si vous voulez, avec l'expansion de l'islamisme depuis quelques années, les islamistes, les fondamentalistes même, ont des prétentions, si vous voulez, à vouloir occuper la chaire politique. Et bien, chaque fois, ça tourne à la catastrophe. Quelle place occupe l'islamisme des frères musulmans au sein de la pensée musulmane en général? Écoutez, il faut savoir que les frères musulmans existent depuis un siècle. Hein. La fondation des frères musulmans, c'est dans les années 20, à la fin des années 20. En Égypte. Donc dans 10 ans, dans moins de 10 ans, ils vont commémorer le premier siècle de leur existence. Donc leur place est importante au point de vue, si vous voulez, organisationnel. Leur place est un peu plus faible, voire même dérisoire sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Parce qu'au fond, que nous apportent les frères musulmans? Pas grand-chose en termes d'idées. En termes d'idées nouvelles, en termes d'idées substantielles, si vous voulez, en termes d'idées qui oxygènent le monde musulman. Ils nous apportent, c'est quoi l'idée? C'est le caritatif, c'est la solidarité familiale, la solidarité sociale, mais tout ça, c'est dans l'islam. On n'a besoin ni des frères musulmans ni des autres pour nous dire ce qu'est le Coran et ce qu'est l'islam. Ça, c'est l'islam. Qu'y a-t-il en plus, justement, dans leur comportement? Je pense qu'ils ont, par contre, réussi à s'organiser de telle manière à ce que la conviction populaire soit de leur côté. Ils ont réussi, si vous voulez, à emballer la population égyptienne, à la mettre dans une posture de négation totale ou d'antinomie totale avec le système Moubarak. Il faut dire qu'ils étaient bien aidés avec les généraux
égyptien et avec le système déjà vermoulu depuis longtemps du système Moubarak, corrompu, affairiste. Finalement, en phase 2, il n'y avait que des mauvais cavaliers, de mauvais chevaux. Donc, je pense que les frères musulmans ont bénéficié de cette faveur-là à la chute du système Moubarak, mais précisément le peuple égyptien, j'ai l'impression, a commencé à prendre conscience. Ça ne veut pas dire que l'alternance actuelle va se passer sans douleur. Malheureusement, dans la mesure où il n'y a pas une constitution, si vous voulez, à la base sur laquelle s'adosser pour mener une politique, je crains quand même quelques tourments, quelques turbulences dans ce pays. Comment expliquez-vous d'une manière plus générale cette obsession du retour à l'islam dit pur, à l'islam des origines, mais vous me direz que ce n'est pas l'islam des origines. Oui. Et ce retour, je vais employer un terme qui va faire redondance, mais ce retour régressif, comment vous l'interprétez ? Je l'interprète, si vous voulez, depuis la naissance de l'islam, il y a eu deux mouvements au sein de l'islam. Un mouvement qui veut réformer l'islam, qui veut le transformer, qui veut, si vous voulez, le mettre en conformité avec la marche du temps. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, avec la marche du monde, aujourd'hui, ici et maintenant, à tout point de vue technologique, scientifique, moral, humain, journalistique, voilà, politique, etc. Et un autre groupe très important qui est accroché, si vous voulez, qui s'accroche désespérément au mythe des origines, à l'islam des origines. C'est bien un mythe. Oui, c'est un mythe, parce que l'islam a commencé à se transformer du jour même où il est né, l'islam, il a commencé à se transformer. Et par le prophète lui-même, lui qui a appelé, si vous voulez, à la réforme de l'islam, lui-même, qui est le fondateur, et ses compagnons, et après la tradition. Et j'ai dénombré 250 réformateurs majeurs. Et dans le livre, j'ai expliqué qu'il y avait la réforme progressiste et il y a la réforme, on va dire, orthodoxe, traditionnaliste, qui vise à la fixation des formes possibles de l'islam. Et moi, je prétends que l'islam, c'est aussi les musulmans. Si les musulmans, si vous voulez, ont un besoin vital d'aller vers la modernité, je ne vois pas en quoi la foi, leur foi qui est intime, qui est sacrée, qui est protégée d'ailleurs par le Coran et par les usages, tous les usages, y compris en Occident. Je ne vois pas en quoi ça, si vous voulez, c'est contradictoire avec l'aspiration à la modernité. Vous la voyez où en action, cette partie progressiste de l'islam ? Est-ce qu'il y a tout bêtement des zones géographiques où vous pouvez vous dire tiens voilà un islam qui est tenté par la modernité, qui serait une sorte d'islam des Lumières en préparation. Écoutez, je pense que plutôt que de la géographie, il faut parler de l'époque, la période la plus féconde concernant, si vous voulez, la réforme de l'islam et concernant l'évolution de la pensée critique au sein de l'islam, c'est la Nahda, ce qu'on appelle la Nahda au XIXe siècle, au Proche-Orient. Tous les pays qui sont aujourd'hui agités par les révolutions, la révolution arabe, ont été les pays qui ont amené, si vous voulez, un vent nouveau dans l'islam au XIXe siècle. Par la suite, il y a eu la cassure, évidemment, du XXe siècle, et puis le retour au nationalisme, et puis peut-être l'accélération de l'histoire, et certains pays sont devenus riches trop vite, d'autres ont penché plutôt vers le wahhabisme, et le wahhabisme a voulu sanctifier les choses et ramener les choses à une sorte d'ère glaciale, une glaciation en quelque sorte des mœurs arabes et musulmanes à travers le modèle wahhabite. Et beaucoup de gens ont été sevrés à ce modèle-là, certains ont été nourris, et certains militants ont été formés même par ce système wahhabite. Et on voit actuellement l'opposition entre deux grands mouvements, le mouvement traditionnaliste, un peu réactionnaire, un peu fixiste, qui regarde toujours au salaf salah, ce qu'on appelle, c'est-à-dire au salafisme, et l'autre mouvement qui se bat dans la rue, qui essaie de trouver une place, un périmètre pour exister, c'est le mouvement de la modernité. Je ne dis pas que la modernité que nous sommes en train de mettre en place, moi compris, sera la solution à tous les problèmes. Je dis que c'est un progrès significatif, au moins dans la prise de conscience et dans l'établissement d'un dialogue. L'établissement d'un dialogue, vous voyez, c'est même un mot très simple. J'aspire à ce qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties qui composent l'échiquier, si vous voulez, social, politique et religieux, et que émerge de ce dialogue une dizaine de sages au niveau mondial qui nous donnent, si vous voulez, le modus vivendi de ce que devrait être l'islam aujourd'hui et demain. Juste
qu'il y ait des sages qui parlent au nom de la collectivité. Et ça, on n'arrive pas à l'avoir. Il y a les chiites. Il n'y aura pas la tentation que ces sages eux-mêmes redeviennent des despotes. Oui, sinon aucune formation démocratique, c'est sûr. Oui. Mais on espère que le sage, justement, par définition, a dépassé les contraintes aléatoires de la politique politicienne. Non, j'aspire à ce qu'il y ait des sages de valeurs humaines suffisantes et qui sont irréprochables, qui sont des personnalités indépendantes, érudites par définition, et qui militent pour le bien-être de la collectivité dans son ensemble. Et ça, c'est possible. Il suffit qu'émergent, si vous voulez, d'un certain nombre de pays, des grandes autorités morales et religieuses, et qui disent, nous ne sommes pas d'accord, par exemple, par rapport au rabaissement de l'islam à des choses politiques. Il ne faut pas rabaisser l'islam à des questions d'enjeux humains immédiats. Déjà, pour dire ça, il faut beaucoup d'autorité morale, beaucoup de désengagement au niveau des contraintes et des alliances et des enjeux locaux pour pouvoir dire « je suis pour séparer, si vous voulez, les choses divines, sacrées, des choses politiques qui sont des choses profanes, qui est le jeu de la politique ordinaire. » Merci Malek Chebel d'avoir été avec nous. Je voudrais présenter la revue dont vous êtes le directeur de la publication, Revue Nour, qui est la revue pour un islam des Lumières. Voilà. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et tout de suite d'autres informations sur France 24.